Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des agents d'IA et on va parler d'un secteur où leur potentiel est particulièrement révélateur, la santé. Un domaine où ces technologies ont un impact concret sur notre vie à tous et contribuent à améliorer le quotidien des soignants comme des malades. Pour nous apporter cette perspective privilégiée sur l'IA au service de la santé, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Perret, directeur Cloud Azure chez Microsoft France. Nous explorerons ensemble les projets concrets, les défis de sécurité et de confidentialité qui sont cruciaux dans ce secteur sensible et nous jetterons un œil vers l'avenir pour comprendre où nous mèneront ces innovations. Et pour les cinéphiles qui nous suivent, une petite surprise vous attend dans cet épisode, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Xavier. Bonjour. Et bienvenue à nouveau dans Objectif Tech. Exactement, merci de m'accueillir. C'est gentil d'être venu. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est un agent d'IA déjà pour commencer ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais finalement on a besoin peut-être de réexpliquer ce que c'est. Est-ce qu'on peut le voir finalement comme une évolution naturelle de l'IA générative ? Alors effectivement, tu l'as dit, tout le monde en parle un peu des agents. Donc c'est quoi un agent finalement ? C'est un agent qui va faire une tâche. Donc je vais déléguer une tâche. Donc c'est une espèce d'orchestrateur de tâches. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va reposer sur 3 choses. La première, c'est qu'il faut qu'il ait des connaissances. On va lui donner des instructions ou une base de données, finalement, donc ce qu'on appelle du knowledge en américain. Il faut qu'il ait des compétences, c'est-à-dire il est capable de faire un certain nombre d'actions. Par exemple, surfer, qui s'appellerait un browser agent. Par exemple, lire Excel à l'intérieur. Et puis troisième, on va lui donner un niveau d'autonomie. Niveau d'autonomie, c'est est-ce qu'il va être semi-autonome ? Est-ce que je veux valider systématiquement ses tâches ? Une fois qu'il a ça, il va reposer sur ces nouvelles technologies d'IA générative, les Large Language Models, les LLM dont tout le monde a parlé, que ce soit OpenAI, ChatGPT, que ce soit Mistral par exemple. Et puis ensuite, il va se matérialiser, cet agent, sous la forme d'une interface. Ça peut être un bot, comme tout le monde va le voir, ou il peut ne pas avoir tout simplement d'interface, parce qu'il va faire des choses en background. Donc en gros, pour résumer, un agent, c'est quoi ? C'est de l'IA qui a du knowledge, c'est-à-dire de la connaissance. Il est capable de faire des tâches et il va le faire sous ma supervision. Et il va utiliser finalement ces nouvelles technologies qui sont apparues depuis quelques années. On entend parler d'agents simples, mais aussi de systèmes multi-agents complexes. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'étendue des possibles entre ces deux approches, du plus simple au plus complexe ? Oui, le plus simple, c'est finalement celui qu'on a vu apparaître depuis 3 ans à l'apparition de ChatGPT. C'est un agent conversationnel. C'est-à-dire, je vais vouloir interroger une base de données, faire de la recherche finalement, mais complètement différemment. Il va comprendre le langage, donc il va comprendre mon intention. Donc par exemple, je voudrais me connecter à l'intranet, comment je fais ? Je voudrais savoir ma fiche de paie, comment je fais ? Et donc il va interroger une base de données. C'est finalement le premier niveau d'agent assez simple. Il fait pas une tâche, mais il va être capable de comprendre mon intention et d'aller chercher les bonnes données, les bonnes bases documentaires derrière. Le deuxième niveau, c'est je vais commencer à lui déléguer une tâche. Soit je lui délègue une tâche explicitement, fais-moi ça pour moi, une tâche simple, tout simplement. Soit il va avoir un trigger, c'est-à-dire il va être activé, par exemple, à réception d'un email. Fais cette tâche-là tout simplement. C'est-à-dire à réception d'un email, analyse-moi l'ensemble des RFP que je reçois pour mieux faire un certain nombre de tâches derrière, qui va être connecte cet individu-là. Donc là, on est déjà je lui ai délégué une tâche, il va faire une tâche. Et puis le troisième niveau, c'est, je lui délègue une tâche simple et en fait, je vais lui demander de déléguer des tâches compliquées. Et pour faire des tâches compliquées, il faut orchestrer plusieurs agents, souvent. Et donc, je vais utiliser ce qu'on appelle le chain of thought, c'est-à-dire cet agent va décomposer en tâches simples et appeler des agents pour faire ces tâches simples. Par exemple, on pourra en discuter, mais code-moi des choses, mais fais-le moi à ma place. C'est-à-dire, au lieu de me répondre et de me dire finalement ce qu'il faut faire, il va me dire, voilà, toutes ces tâches qu'il faudrait faire, est-ce que tu es OK pour que je t'installe cette bibliothèque Python, que je puisse faire ça, etc., pour arriver finalement à ce que j'aimerais faire derrière. D'ailleurs, toi, tu disais que l'exemple d'orchestration d'agents qui est le plus parlant, finalement, c'est peut-être celui de la supply chain. Ouais, c'est un des premiers processus où on a vu l'intérêt des agents orchestrateurs avec ces nouveaux modèles de raisonnement qui s'appellent O1, O3 derrière. Donc ces modèles qui sont capables de faire ce que j'ai appelé la chaîne de pensée, le chain of thought. La supply chain, ce qui est intéressant, c'est que c'est une chaîne très compliquée qui en gros a besoin de quoi ? C'est je reçois une commande. Et finalement, je dois savoir où est-ce que je vais aller chercher cette commande, quels sont les prix, est-ce que je peux valider les prix. Peut-être je n'ai pas en stock ce qu'il faut que j'aille le chercher ailleurs ou je vais substituer. Donc en fait, c'est un certain nombre de tâches, mais elles ne sont pas déclaratives.
elles sont finalement pas pensées à l'avance. Finalement, je peux dire, si je ne sais pas dire à l'avance, substitue-moi cette commande par cette commande, mais ça va dépendre du prix, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Et donc, ce qu'on voit apparaître dans la supply chain, c'est finalement un agent orchestrateur. Ça, on l'a fait à l'échelle avec un grand groupe derrière, qui va appeler d'autres agents spécialisés qui vont eux-mêmes valider le prix, valider le discount. Et si par hasard, à l'intérieur, il aboutit une proposition et il y a un problème dans cette proposition, par exemple, je m'aperçois qu'il y a une erreur dans ce type de discount, il va faire une itération avec les agents pour orchestrer. Donc les agents font finalement à l'intérieur discuter entre eux pour m'aboutir à une meilleure proposition, c'est une proposition optimisée derrière. Donc là, on est vraiment dans l'orchestration multi-agents. La supply chain est un bon exemple, on va trouver d'autres exemples. J'en ai parlé du codage, mais on va trouver plein d'autres exemples où un processus en lui-même, finalement, est la résultante de plein de petits processus, mais qui ne sont pas déclaratifs. Là, on voit l'impact des agents et de l'orchestration des agents autonomes. Dans la presse, mais aussi auprès du grand public, des fois, l'IA ou l'IA générative n'a pas toujours une bonne image, parce que ça fait peut-être vendre aussi les journaux. Mais l'IA, elle peut avoir aussi des vrais apports dans la société et pour les humains. Est-ce que tu peux me parler de projets concrets, notamment dans le domaine de la santé ? Oui, alors je ne sais pas si l'IA générative a une mauvaise image. Bon, il faut voir que tout le monde l'utilise quand même, que c'est un outil de créativité incroyable. Bon, ChatGPT a une audience incroyable derrière. Mais effectivement, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on voit un impact très positif derrière. Le domaine de la santé est intéressant à 3 titres, en fait, derrière. D'abord, on a un vrai sujet historique de prévision, où on voit que l'IA peut apporter, c'est-à-dire diagnostiquer des maladies en avance de phase. Le deuxième, on a un sujet de temps, c'est-à-dire de gestion du temps des praticiens ou des patients. J'ai envie d'avoir une expérience patient la plus courte possible, où je suis un médecin, on manque de médecins, finalement, je veux gagner du temps. Et puis le troisième, on est sur des données sensibles, on y reviendra après, derrière, donc la façon de les manipuler derrière. Donc en ça, la santé, aujourd'hui, bénéficie énormément d'IA générative. Alors j'ai plein d'exemples, en fait, que je pourrais citer, qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années. Par exemple, Doctolib. Qu'est-ce que fait Doctolib avec, finalement, déployant des modèles sur Azure et sur la stack Microsoft? C'est de permettre de résumer, finalement, les notes avec un corpus, évidemment, médical pour le médecin pour gagner du temps. C'est-à-dire pour éviter qu'il ait à remplir finalement des choses lui-même, à perdre du temps alors qu'il peut dédier ce temps finalement, passer du temps avec des gens, avec des patients derrière, et puis écrire quelque chose qui est, comme on le sait, lisible en général par le pharmacien derrière. Autre exemple, dans le parcours même des médecins, par exemple, on fait des choses avec Elsan, sur le portail d'Elsan, pour l'ensemble du parcours du patient, mais aussi avec le CHU de Montpellier, par exemple, donc un hôpital directement, puisque le patient, il a quoi ? Il a des données de tous les sens, données structurées, non structurées, et donc finalement, le médecin, il va pouvoir bénéficier de ça pour interroger la base de données en mode conversationnel derrière, et pouvoir aller plus vite dans le traitement finalement du parcours du patient. Puis d'autres exemples aussi, c'est dans la radiologie par exemple. Là, on est sur l'image, on est sur le côté qu'on appelle multimodal dans l'IA générative. C'est comment on va renforcer la détection de pathologies au service des praticiens. Donc, par exemple, une entreprise que j'adore qui s'appelle Millevue, qui est capable d'identifier des pathologies spécifiques via les radiologies, pathologies ostéo-articulaires ou pulmonaires derrière, et générer des comptes rendus pour toujours proposer, on va y revenir sur la responsabilité, mais proposer aux praticiens, finalement, aux médecins, de gagner du temps en lui identifiant finalement des choses qu'il n'aurait pas vues tout de suite, ou en tout cas, il aurait mis un certain temps pour le voir peut-être derrière. Donc on voit bien qu'il y a un univers dans lequel on peut à la fois gagner du temps sur les praticiens eux-mêmes, et puis aussi sur la détection de pathologies. D'un point de vue peut-être recherche, pour finir, il y a un autre exemple intéressant, et là on est au début, parce que finalement on est sur le quantique, sur des capacités de computing intéressantes. On peut mieux détecter des maladies, ou en tout cas trouver des médicaments en créant le ChatGPT de la médecine. En fait, quelque part, c'est des modèles qui s'appellent des modèles de diffusion pour modéliser finalement l'impact des molécules entre elles, leur impact, leur influence finalement sur les systèmes, et trouver éventuellement des nouveaux composés médicamenteux ciblés, et donc aller plus vite à proposer des candidats qui pourraient résoudre des maladies graves. En ce sens, il y a un travail de recherche que je trouve hyper intéressant qui s'appelle TAMGen. TAMGen, c'est en gros le ChatGPT du médical qui a permis d'identifier potentiellement des candidats, avec donc le service de la santé américain en l'occurrence, des candidats pour lutter contre la tuberculose. C'est-à-dire, on est loin encore d'un médicament qui pourrait lutter contre la tuberculose, mais on a trouvé une centaine de candidats potentiels qui pourraient répondre à la question de comment je combats sans avoir évidemment des effets néfastes derrière. Donc là, on est dans à la fois la prédiction, mais avec ces techniques de modèles génératifs, donc d'IA générative appliquées. Il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté déjà dans la médecine quotidienne, c'est comment finalement je permets de faciliter les tâches administratives pour se recentrer sur le temps patient.
Ça, c'est qui est le temps le plus essentiel finalement. Et on manque de médecins, on manque de radiologues, on manque d'ophtalmo à terme, exactement. Et d'autres soignants aussi, infirmiers, et d'autres types de soignants, dans le sens-là, pour mieux que ces gens-là s'occupent finalement de là où ils sont bons à faire, c'est-à-dire les patients et accompagner les patients. C'est se recentrer sur l'humain aussi, finalement, alors que... Exactement, c'est finalement enlever des tâches rébarbatives, augmenter finalement le praticien pour qu'il puisse se concentrer finalement là où ça compte, c'est à un moment où effectivement on a besoin de détecter, d'accompagner finalement dans notre parcours qui est un moment en général anxiogène dans notre vie de tous les jours. Oui, et puis la partie recherche, du coup, plus là, comment on donne accès plus facilement, plus rapidement au savoir, aux connaissances déjà existantes et comment on va trier en amont finalement la détection de pathologies. Je fais souvent une analogie qui n'est pas dans la médecine mais qui ressemble. Par exemple, nous on a développé AtScale le traitement des incidents chez Microsoft. Là, on doit avoir 70 000 incidents à l'année. Et quels sont ceux qui sont critiques, quels sont ceux qui ne le sont pas, pour mieux rediriger vers les bonnes personnes, experts niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dans la médecine, on va trouver l'équivalence. C'est-à-dire finalement, je détecte en amont la radiologie, l'ophtalmologie, je détecte des signaux. Et suivant le cas où j'ai un doute, c'est un risque statistique, je vais orienter vers un opticien simple si finalement il n'y a pas de maladie a priori, ou alors au contraire, là il y a un risque et je vais l'orienter vers la bonne personne, le bon niveau d'expert. Xavier, je te propose une chronique que je pense que tu vas adorer, une chronique qu'on a appelée « Comme au cinéma ». Pour toi, quel film est le plus proche de la réalité en termes d'utilisation d'agents IA ou d'IA en général dans le domaine de la santé ? Alors, c'est toujours dur à trouver parce qu'en fait, dans les films de cinéma, on va toujours trouver des agents robotisés, une expression des agents. Je l'ai dit au tout début, les agents, ils peuvent avoir une user interface ou pas. Oui, ils peuvent être invisibles finalement. Ils peuvent être complètement invisibles, exactement. Donc, c'est plus dur de trouver. Puis le deuxième élément, c'est que dans les films, en particulier de science-fiction, on va trouver plutôt des choses anxiogènes. Donc, ils ne vont pas forcément refléter tout ce qu'on vient de se dire à l'instant. Néanmoins, j'en ai trouvé un parce que je l'aime bien. Alors, on est dans l'univers de Disney, en fait. C'est un film d'animation qui s'appelle Big Hero 6. Voilà, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Les Nouveaux Héros en français. Derrière, il est 2014. C'est en fait inspiré d'un comic Marvel, donc il date en fait avant. Et en fait, c'est l'histoire d'un Hiro Hamada, qui est un jeune prodige de la robotique qui va créer en fait un Baymax, qui est un robot infirmier conçu pour soigner les gens. Donc c'est une espèce de bonhomme qui est une espèce de bibendum, pour ceux qui ont vu le film, on va essayer qui est blanc ensemble. Puis ils vont avoir un certain nombre d'aventures. Ce qui est intéressant dans Baymax, c'est qu'il a exactement ce côté empathique qu'on peut trouver dans ce qu'on a découvert avec ChatGPT. Il est capable de diagnostiquer, il est capable de soigner et d'interagir émotionnellement. Donc finalement, il est plus qu'un simple robot mécanique qui pourrait porter des choses ou aider à porter des choses que l'humain ne pourrait pas faire, mais il va être en constante compréhension du langage, empathie, apprentissage aussi. Il va s'adapter aux personnes, il va se personnaliser. Là, on voit bien la personnalisation du parcours patient et avec, comme je disais, une vraie empathie. Une IA générative bienveillante, ça reflète assez bien et c'est 2014. Ouais, pas mal. Parce que moi, je pensais aussi à Elysium. Alors, Elysium, je ne l'ai pas cité effectivement, parce qu'Elysium, il y a bien des lits médicaux qui scannent et qui guérissent instantanément toute maladie. On n'en est pas encore là. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris, en fait, tout simplement. C'est peut-être le rêve et l'horizon, mais on n'en est pas encore là. J'aime bien ce côté Baymax, justement, je fais gagner du temps aux praticiens, mais j'ai besoin de quelque chose de réconfortant avec moi. Je pense que là, il y a le côté empathique. Un univers empathique qui correspond assez bien à tous les exemples qu'on a cités dans la santé. Alors, si on revient justement à la santé, quand on parle de santé, on pense bien sûr à la protection des données sensibles. Comment Microsoft assure-t-il la sécurité et la confidentialité sur les cas d'usage santé, justement ? Alors, c'est évidemment primordial de s'occuper de la sécurité et de la confidentialité des données de santé et des données sensibles, d'une manière générale. Petit rappel dans le cloud, et c'est vrai aussi sur l'IA, les données sont ceux des données du client. On peut les stocker en France, un certain nombre de certifications, par exemple HDS, qui est bien connu pour les données, en particulier de santé en France. On a un dispositif aussi qui permet de garantir que les données restent en Europe systématiquement, les métadonnées derrière. On va aussi s'opposer aux demandes éventuellement juridiques de certains États, si par hasard, elle arrive pour avoir accès aux données. Et puis on peut chiffrer aussi ces données derrière, on va les crypter avec des données qui peuvent être stockées ailleurs, donc tout un dispositif derrière. Pour le CHU de Montpellier, on a une architecture hybride, par exemple. C'est-à-dire, il y a des choses qui se font en local pour éviter qu'elles ne remontent, et puis des choses qui se font au global, c'est-à-dire dans le cloud de Microsoft, mais toujours sous la responsabilité du CHU. Donc il y a
beaucoup de dispositifs qui permettent de garantir tout simplement. Dernier appel sur l'IA en tant que tel qui n'échappe pas à la règle. Donc en fait, comme on déploie des modèles, les données qui vont transiter, ces données d'IA générative, restent la propriété du client et elles ne vont pas nourrir évidemment les modèles d'IA fondationnels comme on les appelle. On ne va pas les retrouver derrière dans ChatGPT par exemple. Et justement, comment tu vois l'évolution des agents d'ici 3 à 5 ans Quelle innovation on peut un peu voir venir ? Alors, ce qui est difficile, c'est très difficile comme question, forcément, parce qu'en fait, on a déjà vu beaucoup de choses en 3 ans que je n'aurais pas prédit là-dessus. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que, évidemment, on voit qu'il y a plein de modèles. Donc, le multimodèle, c'est on va choisir des modèles adaptés. Je parlais de Mistral, je parlais d'OpenAI. Bon, là, il y a plein d'autres modèles encore là-dessus. Nous, on met à disposition presque 20 000 modèles dans la marketplace Azure AI Foundry. Le multimodal, je pense que là, l'utilisation multimodale, donc c'est quoi ? C'est en entrée, mettre des photos, des vidéos. On parlait de la radiologie, on peut imaginer beaucoup de choses dans le domaine de la santé là-dessus. Je pense qu'on va voir 2 choses en particulier qui sont complètement en parallèle. La première, c'est toujours des modèles de raisonnement qui sont de plus en plus évolués, qui sont capables de faire ce que j'ai raconté, qui est le chain of thought. Donc c'est O1, O3 qui ont des capacités de deep research assez impressionnantes derrière. Et puis à l'autre spectre, on va voir des plus petits modèles qu'on va pouvoir utiliser en local. Par exemple, on a ouvert, on va dire Windows sur PC à des modèles qui tournent qu'en local, ce qui permet aussi de respecter la sensibilité aux données, mais aussi de réduire le coût en prix, mais aussi en environnement finalement de ces modèles. Donc, je pense qu'on va avoir ces spectres-là plus coexister, donc au final, pour avoir vraiment un orchestrateur qui va utiliser l'agent là où il est bon, c'est-à-dire là où il correspond à la tâche qu'on lui donne. Le dernier point d'innovation que je voudrais citer quand même, c'est la responsabilité. On en a un tout petit peu parlé sur la sécurité des données, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur les risques que peuvent générer l'utilisation de ces IA. Je pense au jailbreak, par exemple, qui est une manière de faire dire aux chatbots ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc nous, on a beaucoup de solutions qu'on développe là-dessus pour éviter les risques de fuite de données derrière. C'est un autre pan de développement. Donc je pense qu'on n'a pas fini sous 5 ans. Tu vois, je n'ai pas totalement répondu à la question tout en y répondant sur les grandes tendances. Ce qui est sûr, c'est que la capacité de compute dans le cloud, Microsoft continue à construire, en particulier en Europe, 16 data centers, mais un certain nombre de capacités. En France, donc on investit aussi pour construire un data center spécifique en Alsace. Donc ça va nourrir finalement des nouveaux modèles d'IA, soit du plus grand spectre de raisonnement, soit au contraire plus économes et plus frugaux derrière à orchestrer. On avait un épisode d'un podcast qui s'appelait « Demain, tous soignés par l'IA ». Alors, d'une manière ou d'une autre, j'ai une conviction, c'est qu'effectivement, on sera tous accompagnés par l'IA, mais évidemment, il restera toujours le médecin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, Xavier. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.